Nadji, pour pas prendre de retard. Voilà, bonne matinée à tous. Et puis à la semaine prochaine après. Merci beaucoup Fleur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors moi, c'est Nadji Bamoudi, je suis cardiologue à la Pitié-Salpêtrière et je vais vous parler des valvulopathies de l'insuffisance cardiaque. J'espère que vous avez bien la diapositive. A priori, oui. J'attends 2 secondes. Oui, non. Oui, parfait. Donc on continue. Juste en introduction, évidemment, je répondrai à vos questions. On n'a pas énormément de temps pour tout aborder. Je vous propose de poser vos questions à l'oral à la fin de la présentation. Donc je vous invite à noter les questions. Pour moi, il est très difficile de vous faire la présentation et de voir les questions en même temps sur le texte. Alors, on avance. Alors, si on parle d'insuffisance cardiaque, vous savez qu'il y a 2 phénotypes d'insuffisance cardiaque, celle avec la fonction systolique altérée ou la fonction systolique préservée. Et puis, il y a 2 grandes présentations, les décompensations aiguës et l'insuffisance cardiaque chronique. Si on parle de la dysfonction systolique du ventricule gauche, le phénotype auquel on est habitué, ça représente environ 50% des patients avec insuffisance cardiaque, se présentent donc avec un ventricule gauche dilaté et une dysfonction systolique du ventricule gauche définie par une fraction d'éjection inférieure à 50%. Cette dysfonction systolique peut être idiopathique, primitive, par exemple d'origine génétique, ou secondaire, par exemple liée à une coronaropathie. Il est évident que lorsqu'on a un phénotype de dysfonction systolique, il faut rechercher l'origine, notamment ischémique, et toxique. Ces 2 origines, ces 2 étiologies sont les plus fréquentes dans notre pays. Donc l'origine ischémique, on la recherche en faisant systématiquement une coronarographie. C'est indispensable pour éliminer formellement cette origine. Quant à l'origine toxique, c'est vraiment l'anamnèse, l'interrogatoire et les antécédents qui permettent de rechercher l'origine énolique ou une chimiothérapie. Évidemment, si on trouve une cause, il faut faire un traitement étiologique. Alors, ce qui est très important à retenir, c'est que lorsqu'on a une insuffisance cardiaque avec fonction systolique altérée et qu'on a traité l'étiologie, l'algorithme de prise en charge médicamenteux est extrêmement bien codifié et il améliore le pronostic des patients. Alors ça, c'est relativement simple. Il faut le principe général, c'est inhiber le système rénine, angiotensine, aldostérone, en commençant toujours par des IEC et puis un traitement bêta-bloquant faiblement dosé qu'on va titrer progressivement jusqu'à la dose maximale tolérée. Si sous traitement IEC et bêta-bloquant, le patient reste symptomatique avec une dysfonction systolique persistante, à ce moment-là, on peut rajouter une couche d'inhibition du système rénine-angiotensine-aldostérone en ajoutant un anti-aldostérone inhibiteur des minéralocorticoïdes. Le traitement diurétique n'est pas un traitement qui améliore le pronostic, c'est simplement un traitement symptomatique. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis ici. Le diurétique est vraiment prescrit au cas par cas si le malade a des œdèmes ou s'il y a des signes congestifs. Je vous montre un traitement qui est apparu, c'est l'Entresto, c'est l'association de sacubitril et de valsartan. Le sacubitril inhibe la néprilysine, peu importe. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que l'algorithme de prise en charge de l'insuffisance cardiaque s'est enrichi ces dernières années et de façon très simple, je vais vous exposer comment on raisonne. En pratique, on commence toujours par le traitement étiologique et IEC bêta-bloquant. Si ça ne suffit pas, on rajoute un anti-aldostérone. Et si le malade reste symptomatique avec dysfonction systolique, à ce moment-là, on rajoute l'Entresto, l'inhibiteur, ce traitement-là. On arrête les IEC et on met l'Entresto à ce moment-là. C'est une couche supplémentaire qui permet d'optimiser le traitement de ces patients-là et améliorer le pronostic. La deuxième classe thérapeutique médicamenteuse qu'on peut utiliser chez ces patients, c'est l'ivabradine. L'ivabradine, c'est un médicament qui va ralentir l'activité du nœud sinusal, donc donner un effet chronotrope négatif pur, et on l'utilise ici dans l'algorithme. Donc je répète, IEC bêta-bloquant anti-aldostérone. Si le malade reste symptomatique avec dysfonction sévère du ventricule gauche, avec une fréquence cardiaque un petit peu rapide sous bêta-bloquant, ou s'il est intolérant au bêta-bloquant, à ce moment-là, on rajoute l'ivabradine. Donc, c'est une troisième ligne de traitement après les anti-aldostérones. Si le malade reste symptomatique, dysfonction VG et fréquence cardiaque à plus de 70 par minute, ça améliore le pronostic.
évidemment, il y a le traitement rythmique de l'insuffisance cardiaque. On peut envisager une resynchronisation si les QRS sont larges. Je vais vous montrer ça dans la diapositive qui vient. Donc ça, c'est pour l'insuffisance cardiaque avec dysfonction systolique du ventricule gauche. C'est très bien codifié. Pour l'insuffisance cardiaque avec son fonction systolique préservée, ça représente environ 50% de nos patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque. Et donc, ces patients-là, étiquetés comme ayant une dysfonction diastolique, sur le plan physiopathologique, la physiopathologie, ça fait vraiment la différence, il me semble, à l'ECN. Donc, notion très simple, c'est que le ventricule gauche éjecte normalement, donc la fraction, le pourcentage de volume éjecté est normal, à plus de 50%. En revanche, ce sont des petits ventricules en général extrêmement rigides et fibreux, ce qui fait qu'ils éjectent un pourcentage normal, mais ils se remplissent peu. Le volume diastolique est petit. Donc à partir de là, éjecter 50% d'un petit volume aboutit à une baisse du volume d'éjection, une baisse du débit cardiaque et donc à l'insuffisance cardiaque. Donc voilà en 2 mots la physiopathologie. C'est fréquent, je vous ai dit 50% de nos patients. Il faut toujours rechercher et traiter une cause, l'ischémie, l'hypertension artérielle. Parfois, on a une cause génétique, la cardiomyopathie hypertrophique. Et alors, contrairement à la dysfonction systolique, il n'y a à ce jour aucun traitement qui a montré son intérêt pour améliorer le pronostic en termes de mortalité et d'événements graves. Donc, le traitement n'est pas codifié. L'inhibition du système rénine-angiotensin-aldostérone n'a pas montré d'effet efficace dans cette population-là. Donc, le traitement est symptomatique avec les diurétiques. Le traitement doit rechercher évidemment une cause, notamment l'ischémie si le malade est, il faut le revasculariser. Et puis, il faut traiter les facteurs associés aggravants. Je vais vous en dire un mot. Très brièvement, on a peu de temps, la cardiomyopathie hypertrophique. La cardiomyopathie hypertrophique, c'est un sous-groupe très particulier de malades qui ont de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. C'est une maladie génétique qui a un défaut fonctionnel du sarcomère, de la cellule myocardique. Et donc, le défaut de contraction ou l'insuffisance de cette cellule myocardique va entraîner un remodelage cardiaque avec, comme les cellules sont moins efficaces, une hypertrophie du ventricule pour essayer de générer plus de force. Et cela va aboutir à une petite cavité ventriculaire. Vous avez compris, petite cavité ventriculaire, moins de volume diastolique et donc moins de volume d'éjection. Le ventricule éjecte normalement, mais un petit volume, donc il y a de l'insuffisance cardiaque. Et puis l'autre élément, comme le ventricule va s'épaissir ici, vous voyez, ça fait protrusion dans la chambre ventriculaire gauche d'éjection, juste sous l'aorte, et ça peut entraîner une obstruction, c'est-à-dire une espèce de sténose entre ce gros bourrelet. Donc le ventricule est rigide, il éjecte peu, et en plus, il y a de l'obstruction, c'est-à-dire que l'éjection du ventricule est gênée par cette hypertrophie. Le traitement est assez simple, c'est symptomatique, des diurétiques, et puis pour essayer de diminuer cette obstruction, on peut mettre un traitement bêta-bloquant pour diminuer effectivement cette gêne à l'éjection ventriculaire. Dans ce sous-groupe, il y a un risque de mort subite. On peut considérer la mise en place de défibrillateurs. Et il est évident qu'il faut faire une enquête familiale. C'est une maladie génétique, je le rappelle. Alors, ce tableau, je passe vite. Vous aurez les diapositives. Ça résume le bilan à faire dans les 2 phénotypes. Et puis ici, cette diapositive, le tableau qui illustre ou synthétise la prise en charge médicamenteuse. Vous voyez, je vais passer vite, hein. Je vous ai bien détaillé la prise en charge thérapeutique en première et deuxième ligne, la troisième ligne avec sacubitril/valsartan et ivabradine, la resynchronisation, et puis le défibrillateur automatique en prévention primaire ou secondaire de troubles du rythme ventriculaire. Ici, vous avez l'insuffisance cardiaque préservée. Vous voyez qu'il n'y a pas de traitement qui permet d'améliorer le pronostic, le diurétique et le traitement symptomatique. Il faut faire l'enquête familiale dans la CMH, bien sûr. Un mot sur l'œdème pulmonaire. L'œdème pulmonaire est la présentation caricaturale de l'insuffisance cardiaque aiguë gauche. C'est une détresse respiratoire. Vous savez faire le diagnostic. Le malade est polypnéique, il a de l'orthopnée, il y a des crépitants. Je vous rappelle que les biomarqueurs peuvent être utiles, bien sûr, pour le diagnostic, mais la radio de thorax reste un examen important qui permet de montrer l'œdème interstitiel. Je vous signale, alors je ne sais pas si on vous en a parlé, qu'on peut, c'est entre guillemets un petit peu la mode,
faire le diagnostic d'œdème pulmonaire en échographie pulmonaire, mais ça c'est anecdotique, je pense qu'il faut retenir qu'il faut faire une radio de thorax. Le traitement, c'est évidemment mettre un monitorage, donc un scope, voir la saturation, mettre le malade assis, jambes pendantes, mettre de l'oxygène, des diurétiques pour tout le monde, des vasodilatateurs, les dérivés nitrés qu'on utilise si la pression artérielle est conservée ou élevée. Et puis si la pression artérielle est basse, ça s'appelle un choc cardiogénique, on peut considérer la mise d'amine, et ce qu'on prescrit, c'est plutôt de la dobutamine dans la dysfonction systolique. Il est évident qu'en parallèle de la prise en charge symptomatique de l'œdème pulmonaire, l'oxygène, il ne faut pas que le malade meure, et de la ventilation non invasive, qui marche très bien dans ces situations, il faut rechercher et traiter la cause. Notamment, on recherchera à l'électrocardiogramme la présence d'un syndrome coronaire aigu. Voilà pour l'insuffisance cardiaque en quelques diapositives. Je vais maintenant vous parler des différentes valvulopathies. Alors, par ordre chronologique, par ordre de fréquence et d'importance. Vous avez ici le rétrécissement aortique qui est la principale valvulopathie dans notre pays. Un mot de physiologie et de physiopathologie, ça peut tomber évidemment. L'orifice est de façon très schématique. L'orifice aortique est normalement tricuspide. Il y a 3 cuspes qui s'ouvrent. L'orifice normal est 3 cm², donc environ 1 cm² par cuspe. Deuxième information, la nature est bien faite. Il y a toujours une réserve physiologique pour permettre le fonctionnement qui est d'environ 2/3. Donc globalement, pour avoir une gêne fonctionnelle significative, il faut une diminution de 2/3 de la réserve normale. Et donc, une sténose aortique sévère est définie par moins d'1 cm² en valeur absolue, ou 0,6 par mètre carré. Vous voyez, moins d'une cuspe qui fonctionne, moins d'1 cm², c'est une sténose sévère. Pourquoi c'est important? Parce que lorsqu'on a un patient qui a une sténose aortique modérée et qu'il est essoufflé, la sténose aortique ne doit pas être considérée comme étant responsable de l'essoufflement. Il faut chercher une autre cause. Une sténose aortique modérée ou de façon générale une valvulopathie modérée ne donne pas les symptômes. Ce qui donne les symptômes, c'est une valvulopathie sévère. Évidemment, lorsqu'on a une sténose aortique sévère, ça va induire progressivement une surcharge chronique en pression, on augmente le travail myocardique, et cette surcharge en pression va induire un remodelage cardiaque, le ventricule va s'épaissir, la cavité va se réduire, ça va donner de la dysfonction diastolique, et puis ça induit aussi une ischémie myocardique. Pourquoi? Parce qu'évidemment, le travail myocardique augmente en raison de l'augmentation de la post-charge du ventricule gauche. Il y a une longue phase de latence asymptomatique, et puis il y a des symptômes qui apparaissent en général à l'effort, ça commence par se décompenser à l'effort, ça apparaît très progressivement la sténose, et puis dès qu'il y a les symptômes qui apparaissent, on arrive au décès. Alors, ça c'est un élément important, donc on recherchera les symptômes. Quelle est la cause du rétrécissement aortique? Eh bien, c'est l'usure. C'est ce qu'on appelle la sténose aortique dégénérative, la maladie de Monkeberg. Et donc, globalement, ça survient à partir de 70 ans chez les malades qui ont une valve tricuspide, morphologiquement normale. Ça peut survenir plus tôt lorsqu'on a une valve particulière qui est la valve bicuspide. Je vous montre ici une valve bicuspide. En fait, dans la vie embryonnaire, on a une membrane aortique qui va se séparer en 3 cuspes normalement. Parfois, il y a 2 cuspes qui restent fusionnés. Vous voyez ici cette suture, cette fusion des 2 cuspes. Et donc ça induit des contraintes mécaniques différentes sur la valve et une usure prématurée. Par ailleurs, ce défaut de fusion des cuspes s'associe à des anomalies histologiques de l'aorte ascendante. Il y a parfois des anévrismes de l'aorte associés. Donc, la cause, c'est l'usure. Sur valve tricuspide, ça survient au-delà de 70 ans. Sur valve bicuspide, on peut l'observer plus tôt, à partir de 50 ans environ, et on peut avoir des anévrismes de l'aorte. Les autres causes sont tout à fait marginales, rhumatismales, c'est exceptionnel maintenant dans notre pays, les sténoses congénitales également sont plus rares. Le diagnostic, alors je vais vous dire un mot de sémiologie, ça aussi c'est discriminant à l'ECN. Quand on fait des examens blancs, on voit que je pense que vous pouvez améliorer votre niveau de sémiologie. Pour faire simple, l'auscultation, c'est un souffle systolique dit
éjectionnel. C'est important de connaître ça. Pourquoi? Parce que c'est le souffle le plus fréquent. Et souffle systolique, vous verrez dans l'item suivant, la fuite mitrale, c'est aussi un souffle systolique, la fuite mitrale. Et ça concerne une population du même âge, puisque dans les deux cas, sténose aortique et fuite mitrale, ce sont des dysfonctions majoritairement dégénératives. Et donc, on doit savoir faire la différence entre un souffle systolique d'éjection, d'obstruction, de sténose aortique, et un souffle systolique de régurgitation, de fuite. Et donc, les caractéristiques, le souffle éjectionnel est mésosystolique, c'est un souffle d'obstruction. Le pic est en mésosystole, c'est un souffle en losange. Dès le début de l'éjection, il apparaît, il y a un pic en mésosystole, et puis il diminue. C'est un souffle mésosystolique au maximum, et il se renforce après les diastoles longues. C'est quoi une diastole longue? C'est lorsqu'on a par exemple une extrasystole, où le malade est en fibrillation atriale. On va avoir des diastoles courtes, des diastoles longues. Et lorsque le ventricule va avoir une diastole longue, il va avoir un temps de remplissage plus long. Le ventricule va, dans la systole suivante, avoir plus de volume à éjecter. Et comme il y a une obstruction, le souffle va être plus intense. Donc voilà les deux caractéristiques à vraiment retenir. Encore une fois, ça tombe aux examens. Et puis, le deuxième élément, je vous ai mis ça pour toutes les valvulopathies, il y a des éléments sémiologiques qui permettent de qualifier le caractère sévère ou modéré d'une valvulopathie. Et le caractère sévère d'une valvulopathie, pour l'aortique, c'est l'abolition du B2. Ça, c'est très spécifique d'une sténose aortique sévère. Évidemment, une fois qu'on a cet élément clinique, l'examen qui va permettre de confirmer et de quantifier la sévérité de la valvulopathie, c'est l'échocardiographie. Donc, je vous montre cette diapositive pour insister que lorsqu'on a une sténose aortique, ça apparaît très progressivement, elle apparaît sévère, il y a une longue période de latence, et dès qu'apparaissent les symptômes à l'effort, qui sont l'angor, donc l'insuffisance coronaire, l'essoufflement, la dyspnée, c'est l'insuffisance cardiaque, et la syncope d'effort, c'est un bas débit cérébral à l'effort, on a un pronostic très sombre. C'est ce qui explique que la prise en charge doit dépendre de l'apparition ou non des symptômes chez ces patients âgés et donc à haut risque opératoire. Voilà la prise en charge. Je vous le répète, sténose modérée, pas de chirurgie, surveillance régulière et on fait la prophylaxie de l'endocardite bactérienne. Sténose sévère, si le malade a des symptômes, le traitement, c'est pas les médicaments, c'est le remplacement valvulaire aortique. Et on discute au cas par cas, soit la chirurgie conventionnelle, soit le TAVI, le remplacement presque percutané. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est systématiquement, dans le bilan d'une sténose aortique sévère qu'on doit opérer, symptomatique, il faut faire une coronarographie. 50% des patients qui ont une sténose aortique sont coronariens. Et avant de choisir la meilleure méthode chirurgicale ou interventionnelle pour remplacer la valve, on doit tenir compte de l'anatomie coronaire, des anatomies coronaires qui ne se prêtent pas à une revascularisation par angioplastie. Il faut faire des pontages et donc on choisit la chirurgie. Lorsque la sténose est asymptomatique, il ne faut pas opérer ces malades, ça c'est très clair, et on considère au cas par cas, chez les patients en bonne forme, de faire une épreuve d'effort. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a 30% des malades qui se disent être asymptomatiques, qui sous-estiment leurs symptômes. Donc, on fait une épreuve d'effort pour démasquer les faux asymptomatiques. Voilà pour la sténose aortique. L'insuffisance mitrale, deuxième valvulopathie en fréquence dans notre pays. Je vous montre cette diapositive pour insister sur le fait que la valve mitrale est plus complexe que la valve aortique. C'est pas juste 3 cusps, là c'est 2 feuillets insérés sur un anneau, décordage des piliers, et puis ici, vous voyez le ventricule gauche, c'est ce qui explique que les étiologies, les causes des fuites mitrales sont plus complexes, plus nombreuses. L'autre grande différence avec la sténose aortique, c'est que là, on peut avoir des fuites aiguës. La sténose aortique est toujours chronique, ça vient progressivement, l'usure. On peut avoir une fuite aiguë, par exemple, par rupture de cordage. Et lorsqu'on a une fuite aiguë importante, elle est mal tolérée. Le ventricule n'est pas dilaté, il n'est pas adapté. En revanche, on peut avoir bien sûr les fuites chroniques qui sont de loin les plus fréquentes en routine clinique. Et ces fuites chroniques, même importantes, peuvent être longtemps bien tolérées parce qu'elles s'installent progressivement. Quelles sont les causes des fuites mitrales ?
on distingue deux grandes catégories, les fuites primaires et les fuites secondaires. Les fuites primaires, dites organiques, sont des fuites qui sont liées à une anomalie structurelle fondamentale de l'appareil valvulaire mitral. Je vous demande de retenir cette grande entité qui est de loin la plus fréquente. C'est mal fait, je trouve, dans certains ouvrages. C'est la cause qu'on appelle dégénérative et ou dystrophique. Je vais vous en dire un mot juste après. On les met dans le même groupe. En fait, c'est le prolapsus valvulaire mitral. Il peut être dégénératif, c'est le plus fréquent, ou associé à une maladie structurelle de la valve. Il y a des causes qui existent mais qui sont plus rares, endocardite, rhumatisme articulaire, médicamenteuse. Mais c'est vraiment cette cause la plus fréquente dans les IM primaires. Et puis vous avez les IM secondaires, dites fonctionnelles. Celles-ci s'intègrent dans le cas d'une maladie du ventricule gauche et donc dans l'insuffisance cardiaque. C'est important parce qu'évidemment, dans les IM primaires, on va chercher à corriger la fuite. Dans les IM secondaires, c'est lié à une maladie du muscle cardiaque. Le traitement est traité d'abord et avant tout l'insuffisance cardiaque et la dysfonction et la fuite mitrale secondaire est au deuxième plan. Voilà la diapositive pour bien vous expliquer ce qu'on appelle dystrophique dégénératif. Je vais faire un parallèle avec la valve tricuspide et bicuspide sur la valve aortique. Donc, la plus fréquente cause, c'est les IM dégénératifs. C'est quoi? C'est des malades âgés qui ont une valve, vous voyez, qui est grisée ici, qui est usée, et on va avoir avec le temps des cordages qui vont être fragilisés et on peut avoir une rupture de cordage localisée. Ici, je vous montre le prolapsus du feuillet postérieur avec un cordage rompu. Donc, c'est une usure d'une valve qui est morphologiquement normale. C'est au-delà de 70 ans et c'est le plus fréquent. À l'inverse, ici, vous avez également des prolapsus. Vous voyez des feuillets bourgeonnants très importants qui viennent vers nous. Donc, ça prolapse des deux côtés. Ce qu'on appelle la maladie de Barlow. Ça, ce sont des prolapsus qui viennent sur des valves structurellement anormales, histologiquement anormales. Et donc, dans ce cadre-là, donc c'est pour ça que je faisais le parallèle avec la bicuspidie, c'est une usure aussi, mais d'une valve qui est structurellement anormale, plus souple, redondante, plus fragile. Et donc, vous voyez ici les deux extrêmes, et entre deux, des formes intermédiaires, évidemment. Voilà le résumé. Donc, la principale cause, c'est la cause dégénérative. Sur valve normale, ici, sujet âgé, c'est l'usure et c'est des lésions simples. Dystrophique, comme pour la bicuspidie, ça vient sur des valves structurellement anormales. Des malades plus jeunes, c'est une maladie des feuillets. Et puis, les lésions sont plus complexes. Le diagnostic, l'auscultation, je vous en ai parlé, c'est un souffle systolique comme la sténose, mais cette fois-ci de régurgitation. Il est holosystolique. Il ne se renforce pas après les diastoles longues, contrairement à la sténose aortique. Pardon, je fais juste un intermède. Paul, tu m'écoutes? Paul Guedné, il a coupé, c'est pas grave. Paul, tu m'entends? Je vois que tu lèves la main. Je suis là. Oui. Juste, Paul, il y a Guillaume Le Breton qui cherche désespérément à joindre. Il veut savoir à quelle heure il passe. Est-ce que tu peux l'appeler sur son 06 pour lui dire? Guillaume Le Breton, le chirurgien. Oui, mais tu veux que je fasse quoi? J'ai pas entendu. Juste appeler Guillaume Le Breton pour lui donner le programme. Il cherche le programme. Mais il passe à quelle heure, tu sais? Je peux te laisser voir les mails. Je crois que c'est après Estelle, je crois. Je suis désolé, Paul. Hein. Merci. D'accord. Non, après Estelle, c'est... Je te laisse voir, s'il te plaît. Je préviens. Ok. Alors, je disais, donc le diagnostic à l'auscultation, c'est le souffle systolique de régurgitation. Il est holosystolique. Il ne se renforce pas après les diastoles longues. Et puis, je vous ai dit, l'élément sémiologique ici, la fuite sévère, c'est la présence d'un troisième bruit, un B3 à l'auscultation. L'intensité du souffle n'est pas en faveur d'une fuite sévère. C'est vraiment le B3. L'échographie confirme le diagnostic, précise le mécanisme et quantifie la sévérité. Pour la prise en charge, comme je vous le dis, je vous le redis, fuite modérée, c'est un suivi régulier, prophylaxie de l'endocardite bactérienne. Si la fuite est sévère, évidemment, si le malade est symptomatique, on fait une chirurgie pour corriger cette fuite. La méthode Rennes n'est pas le remplacement valvulaire comme la sténose aortique, mais on peut souvent réparer la valve, faire un geste conservateur de plastie. Si on n'y arrive pas, c'est le remplacement valvulaire. Chez les malades asymptomatiques, je vous ai dit tout à l'heure que ces patients-là peuvent être jeunes sur une valve dystrophique, ils peuvent avoir un risque opératoire faible
Et troisièmement, sur les fuites chroniques, ça peut être très longtemps bien toléré, mais on peut avoir apparaître à bas bruit une dysfonction systolique. Contrairement à la sténose aortique, on considère en routine la chirurgie des malades asymptomatiques lorsqu'il y a un retentissement ventriculaire important, lorsqu'on a des signes à l'échographie chez un malade asymptomatique d'une atteinte structurelle du ventricule gauche. Et ça, c'est défini par un ventricule gauche très dilaté avec une dysfonction systolique. Les cutoffs ne sont pas indispensables à retenir, à mon avis. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que quand on a une fuite mitrale, on doit avoir un ventricule hyperkinétique. Et donc, lorsqu'on a une fraction d'éjection inférieure à 60%, ça signe un début d'altération fonctionnelle. On peut faire aussi une épreuve d'effort pour rechercher les faux asymptomatiques. Concernant la fuite mitrale secondaire, c'est le traitement de la maladie du ventricule gauche. Donc, on traite l'étiologie, par exemple la coronaropathie, et on fait le traitement de l'insuffisance cardiaque. En général, c'est la dysfonction systolique du ventricule gauche avec le système rénine-angiotensine-aldostérone. Rarement, on discute au cas par cas un traitement interventionnel sur la fuite mitrale. L'insuffisance aortique maintenant, c'est la valvulopathie la plus rare en fréquence. Elles peuvent être aiguës sur l'endocardite, par exemple, ou chroniques. Lorsqu'elles sont chroniques, la cause la plus fréquente, c'est dystrophique, c'est la maladie annulo-ectasiante, c'est le culot aortique qui se dilate et qui induit une fuite mitrale. Je vous montre cette diapositive pour insister que par définition, les fuites chroniques sont liées à une dilatation de l'aorte, c'est la cause la plus fréquente, et donc fatalement, on a souvent un anévrisme de l'aorte ascendante qui est important à rechercher et qui est important à considérer pour envisager la chirurgie. L'anévrisme de l'aorte peut en soi être une indication opératoire. Le diagnostic, l'auscultation, c'est un souffle diastolique de régurgitation qu'on cherche au foyer aortique et le long du bord gauche du sternum. Les signes, les arguments pour les fuites sévères, c'est pas un élément d'auscultation, c'est un élément périphérique. Si on prend la pression artérielle, et ce qui signe la fuite sévère, c'est une pression artérielle diastolique basse, moins de 50 mm, ou un élargissement de la différentielle tensionnelle, entre la systole et la diastole. L'hyperpulsatilité artérielle en palpant les pouls est également un argument pour la fuite sévère. Donc les signes périphériques sont les arguments en faveur d'une fuite sévère. On recherchera aussi à l'examen des arguments en faveur d'une maladie de Marfan. On peut avoir dans ces maladies annulo-ectasiantes l'intégration d'une anomalie génétique du collagène qui induit une dilatation de l'aorte, mais également d'autres anomalies périphériques. Je ne rentre pas dans le détail, vous avez ça dans vos cours. Ce qui va confirmer le diagnostic, c'est l'échographie, évaluer le retentissement, mesurer l'aorte ascendante. Contrairement aux autres valvulopathies, on a quasiment toujours l'intérêt à faire une imagerie de coupe, scanner ou IRM cardiaque pour aller bien mesurer l'aorte ascendante et avoir l'ensemble de la morphologie de l'aorte comme référence ou comme bilan préopératoire. La prise en charge, lorsqu'on a une fuite modérée sans anévrisme de l'aorte, c'est la surveillance régulière. Lorsqu'on a une fuite sévère, on opère évidemment les patients symptomatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a une fuite comme pour la mitrale, on peut tenter une réparation valvulaire. Ça marche moins bien que la fuite mitrale, mais enfin, il faut la tenter en première intention chez les malades jeunes. S'il y a un échec, remplacement valvulaire aortique, bien sûr. Chez les malades qui sont asymptomatiques, sans anévrisme, on peut considérer la chirurgie chez les malades avec un ventricule gauche très dilaté ou avec une dysfonction systolique du ventricule gauche. Un mot sur l'anévrisme, je vous ai dit qu'en soi, ça peut être une indication opératoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque là, un anévrisme, le seuil classique, c'est 55 mm, il faut opérer. Le symptôme de l'anévrisme étant la mort ou la dissection de l'aorte, on ne va pas attendre ça. Donc, c'est la chirurgie prophylactique. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le seuil pour les Marfan est plus bas, 50 mm en général, plus faible chez les femmes jeunes qui veulent être enceintes. Je vous rappelle qu'il faut faire une consultation génétique et familiale. Et puis, le traitement bêta-bloquant est important chez les Marfan pour prévenir la dilatation de l'aorte. Alors, le temps passe très vite. Je vais vous dire 2 mots sur l'endocardite bactérienne. Pour vous rappeler qu'il faut toujours évaluer la probabilité pré-test de l'endocardite. Les malades à haut risque d'endocardite, ça il faut vraiment le savoir, sont les malades qui ont un antécédent d'endocardite, qu'on est en prévention secondaire. Les malades qui ont une prothèse valvulaire, quelle qu'elle soit, ça peut être percutanée ou chirurgicale, un anneau mitral pour une plastie est une prothèse. Et puis des malades qui ont une cardiopathie congénitale cyanogène, c'est-à-dire les malades qui ont un shunt droit-gauche. Donc un shunt, ils sont bleus, ils ont une hypoxémie. Ceux-là, en shunt, le filtre pulmonaire, sont à haut risque d'endocardite. Ça veut dire qu'il faut faire l'antibioprophylaxie
pour prévenir l'endocardite, et ça veut dire que lorsqu'on a ces malades qui ont de la fièvre, il faut penser à l'endocardite. On évalue la probabilité clinique. Ensuite, le principe du diagnostic est simple. Il faut rechercher les deux critères majeurs importants. C'est documenter l'infection, c'est les hémocultures avant toute antibiothérapie. Et puis, rechercher à documenter l'atteinte de l'endocarde. Ça se fait par imagerie. C'est la fameuse végétation, c'est la lésion caricaturale. Ça se recherche d'abord par échographie transthoracique, toujours, transœsophagienne, souvent, en particulier chez les hauts risques. Chez les malades chez qui on a une suspicion pré-test intermédiaire ou élevée, il faut le faire le TO, c'est l'examen de référence. Et l'élément original qui est apparu ces dernières années, c'est les autres modalités d'imagerie pour rechercher la lésion d'endocarde, qui sont le scanner cardiaque et la scintigraphie myocardique, qui sont des éléments qu'on utilise largement pour documenter l'atteinte de l'endocarde chez tous les patients suspects d'endocardite, en particulier les patients porteurs de prothèses, parce que lorsqu'on a une prothèse valvulaire en place, l'échographie est souvent gênée par des artefacts. Donc, deuxième item, les hémocultures, et de l'autre côté, on recherche l'atteinte de l'endocarde par échographie transthoracique et transœsophagienne largement, parfois le scanner et la scintigraphie myocardique, en particulier chez les malades porteurs de prothèses. Le reste, je vais passer, vous avez ça sur les diapositives, le bilan infectieux, les principes de l'ETO, l'algorithme à faire, et les principes thérapeutiques, vous le connaissez, c'est toujours collégial, toujours en hospitalisation. Il faut toujours mettre un traitement antibiotique, discuter la chirurgie précocement. Je vais vous parler des 3 indications reines. Rechercher et éradiquer la porte d'entrée, évidemment prendre en charge les complications. Sur les indications chirurgicales, c'est assez simple et très bien codifié. Lorsqu'on a un malade qui fait une endocardite, qui a une valve détruite, fuite massive et des signes d'insuffisance cardiaque, c'est une indication chirurgicale. Donc, l'insuffisance cardiaque est une grande indication et c'est la plus fréquente. L'infection non contrôlée, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à stériliser sous antibiotiques l'infection, ça aussi c'est une indication, c'est rare, mais ça existe. Et puis l'indication embolique, c'est un malade qui a une grosse végétation qui menace de se fragmenter vers un accident vasculaire cérébral. C'est une indication également chirurgicale à retenir. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite bon courage et j'écoute vos questions. On a 3 minutes. Je vous invite à prendre le micro. J'ai pas le temps de voir tous les commentaires que vous avez faits. Questions. J'ai une question. Je vous écoute. Pas de questions? Non. Si. Allez-y. Oui, excusez-moi. Moi, j'ai une question. Quelle est la différence entre une cardiopathie et une cardiomyopathie? On retient que c'est synonyme. Ok, merci. En fait, pour dire, quand on dit cardiomyopathie, c'est une maladie. C'est pas tout à fait synonyme. Cardiomyopathie, c'est une maladie du muscle. Myopathie. Le muscle cardiaque. Donc, l'insuffisance cardiaque. Quand on dit cardiopathie, de façon générale, ça atteint toutes les tuniques. Donc, ça peut être, une cardiomyopathie, c'est inclus dans les cardiopathies. Une valvulopathie, c'est inclus dans la cardiopathie. Les maladies aussi rythmiques sont inclus dans les cardiopathies. Ok? C'est un terme plus général, la cardiopathie. D'autres questions? Bonjour, oui, j'ai une question. C'est concernant le RAC sévère. Est-ce qu'on considère qu'un dédoublement du B2 entraîne un RAC sévère, est un RAC sévère ou pas? Non, pas du tout. Le dédoublement du B2, c'est autre chose. Retenez simplement le critère à l'auscultation, le critère de sténose sévère, c'est l'abolition du second bruit. La valve est très calcifiée, rigide, très peu de cinétique, elle s'ouvre à peine, elle claque pas en se fermant. Donc c'est l'abolition du B2. Le dédoublement du B2 n'est absolument pas un argument pour une sténose sévère. D'autres questions? Oui, bonjour. Concernant l'endocardite bactérienne, est-ce qu'il y a des cas où il ne faut pas cocher le TO dans un dossier, par exemple si on décrit que le patient il est très agité ou des choses comme ça? Il faudra toujours mettre ETO avant ETT? Alors, je vais répondre. En pratique, lorsqu'on suspecte une endocardite bactérienne, chez les malades à risque intermédiaire ou élevé, je ne parle pas des suspicionnettes, il faut toujours faire une échographie transœsophagienne. Les contre-indications de l'ETO sont assez simples à retenir. C'est pas il est agité. La contre-indication de l'ETO, s'il y a une vraie indication derrière, les contre-indications de l'ETO sont des sténoses œsophagiennes sévères, un cancer évolué, on peut pas passer la sonde, des problèmes ORL et un risque hémorragique. Vous savez, les malades qui ont des varices œsophagiennes grade 3 très sévères qui viennent de saigner.
Voilà. Le malade agité, c'est simple à gérer. Hein. S'il y a une vraie indication, déjà on cherche pourquoi il est agité, peut-être qu'il a fait un AVC. S'il est angoissé, on le rassure, on lui met des sédatifs ou on le fait sous anesthésie générale. C'est pas une contre-indication. Par contre, il faut systématiquement faire une échographie transthoracique avant la transœsophagienne. Ce sont des examens complémentaires, mais qui ne se simulent pas l'un l'autre. Hein. Il faut toujours faire l'ETT, on complète par l'ETO. D'autres questions? Bonjour. Une petite question sur l'insuffisance cardiaque. En bas de la reco, il y a marqué DAI triple chambre pour la resynchronisation, pacemaker, pardon, triple chambre. Et alors que sur le côté, il y a marqué qu'on peut mettre un DAI si la FEVG est inférieure à 35%. Et comme dans le cas de la resynchronisation, on aura une FEVG inférieure à 35%, si j'ai bien compris, je ne sais pas trop si on met un DAI ou un pacemaker au final. Je vais te répondre. De toute façon très simple. Ce sont deux thérapies complémentaires mais différentes, qui n'ont pas la même vocation. Peut-être qu'Estelle vous en parlera. En pratique, le défibrillateur, DAI, a un intérêt, non pas pour traiter l'insuffisance cardiaque, mais pour prévenir la mort subite. Ok, donc c'est différent. Ça n'améliore pas les symptômes des malades, ça n'améliore pas le pronostic en termes d'insuffisance cardiaque. Évidemment, ça sauve des vies. Donc les malades qui sont à risque de faire des troubles d'urine ventriculaire graves, on propose le DAI. Et donc, quand on a une dysfonction systolique sévère réfractaire, en général, retenez qu'on propose un DAI. Concernant la resynchronisation, c'est autre chose. C'est le ventricule est très dilaté, on a un bloc de branche gauche. Quand on a un bloc de branche gauche, les ventricules gauche et droit vont se contracter de façon asynchrone. La contraction du ventricule droit va être décalée par rapport au ventricule gauche. Ça se diagnostique de façon simple. On a un ventricule gauche avec une grande dysfonction systolique, un bloc de branche gauche large, et dans ce cas de figure-là, on a montré que remettre les ventricules en phase en mettant une sonde dans le ventricule droit et une sonde dans le sinus coronaire au contact du ventricule gauche permet de resynchroniser les malades et remettre en phase et améliorer les symptômes de certains d'entre eux. Donc, mais pour le mettre, il faut avoir une indication. Donc, c'est des malades qui font dysfonction systolique, symptômes et bloc de branche de gauche et bloc de branche gauche large. Donc, pour répondre à ta question, quand il y a un malade qui est réfractaire au traitement médicamenteux, chez qui reste symptomatique, on regarde l'électrocardiogramme. Si les QRS sans fin, on sait que le triple chambre ne sert à rien. Donc, on ne met pas de triple chambre et on propose un DAI en prévention primaire ou secondaire de troubles du rythme ventriculaire. À l'inverse, si on a un malade qui reste symptomatique et des QRS très larges, à ce moment-là, on propose un triple chambre avec une fonction de défibrillation pour prévenir les deux. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions. Je vous souhaite bon courage. On va laisser la parole à Paul Guedné. Je vous remercie d'être là.